Imaginez un peu, un ancien chef d'État qui raconte, avec ses propres mots, son tout premier jour en prison. C'est précisément ce récit, à la fois personnel et dramatique, qu'on explore aujourd'hui en plongeant au cœur de son livre, Le journal d'un prisonnier. Dès la première phrase, le ton est donné. C'est le point de départ d'un récit assez incroyable sur la chute d'un homme qui a connu les sommets du pouvoir. Allez, on plonge dans ce voyage pour le moins surréaliste qui l'emmène du sommet de l'État français au couloir de sa plus célèbre prison. Ce qui est frappant, c'est que le récit met tout de suite en scène un contraste absolument saisissant. C'est Sarkozy lui-même qui le souligne. À peine 4 jours plus tôt, il était reçu à l'Élysée. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un numéro d'écrou, le 320-53. Il nous raconte cette scène, forcément chargée d'émotions, où il réunit sa famille. Il essaye de les rassurer, de masquer sa propre angoisse, et il va même jusqu'à tenter de banaliser l'idée de la prison pour apaiser ses enfants. Et alors, le trajet vers la prison, là, il le décrit comme une scène carrément surréaliste. C'est toute l'ironie d'un cortège presque présidentiel, avec motards, gyrophares et presse, qui ne mène pas à une cérémonie, mais à une cellule. Le summum, selon lui, c'est cet arrêt forcé à 100 mètres des portes, parce que l'administration pénitentiaire n'était tout simplement pas prête à le recevoir. Bon, après ce trajet un peu fou, vient le moment de l'arrivée. Voyons comment il décrit cet instant où il passe les portes de la prison pour la toute première fois. Une fois les formalités d'entrée passées, y compris la fouille à corps, il dépeint un environnement d'une tristesse absolue. Il insiste sur ce gris omniprésent, comme si toute couleur, toute vie, tout espoir avait été littéralement aspiré par les murs. Ça donne un sentiment d'oppression immédiat. Et voilà ce qui devient son nouvel univers. Un espace minuscule, spartiate, où tout est fixé, scellé. Il note d'ailleurs un détail particulièrement marquant, les fenêtres sont équipées de caches en plastique qui l'empêchent de voir le ciel. Le sentiment d'enfermement est total. Et là, c'est la réalité physique, très concrète, qui le frappe de plein fouet. Ce n'est plus une idée, c'est une confrontation directe avec l'inconfort le plus brutal. Et ce matelas, il le décrit comme étant plus dur qu'une table. Sa vie se résume alors à une routine extrêmement simple, rythmée par la solitude. La grande majorité de son temps, plus de 21 heures par jour, il la passe seul, confiné entre 4 murs. Mais ce n'est pas un silence paisible, bien au contraire. Il décrit une ambiance sonore hostile, un vacarme incessant qui s'infiltre dans sa cellule. Des cris, des coups sur les barreaux, une pression psychologique qui s'ajoute à l'épreuve physique. Alors, face à tout ça, comment est-ce qu'on trouve la force de tenir le coup? Son journal met en lumière 2 piliers essentiels. Le premier pilier, c'est bien sûr sa femme, Carla Bruni Sarkozy. Il la présente vraiment comme son ancre émotionnelle, celle dont la force et l'amour l'ont empêché de sombrer au moment le plus dur, celui de la séparation juste avant d'entrer. Et puis, il y a une dimension plus inattendue qui apparaît dans son récit. Confronté à cette situation extrême, il se tourne vers la prière. Il présente ce geste non pas comme quelque chose de calculé, mais comme une impulsion spontanée, une évidence pour trouver la force de résister. On arrive maintenant au cœur de l'argument politique du livre. Et c'est important de le souligner, ce qui suit, ce sont bien les affirmations de Nicolas Sarkozy. Ce ne sont pas des faits vérifiés. La question est posée, et en fait, c'est la thèse qui traverse tout le livre. Pour lui, son incarcération ne serait pas le résultat d'un processus judiciaire normal, mais bien un acte politique délibéré qui viserait à le neutraliser. Et pour étayer cet argument, Sarkozy va faire quelque chose d'assez audacieux. Il établit un parallèle direct avec l'affaire Dreyfus, la plus célèbre erreur judiciaire de l'histoire de France. En se comparant à cet officier injustement condamné, il utilise une analogie très forte pour dire qu'il est lui aussi la victime d'une machination. Au-delà de son cas personnel, il en profite pour élargir la critique au système judiciaire dans son ensemble. Son argument, c'est que si la justice agit comme un pouvoir, au même titre que le gouvernement ou le Parlement, alors elle doit accepter d'être critiquée et contrôlée comme eux, ce qui remet en cause son impartialité. Pour finir, il y a l'acte d'écrire en lui-même, un acte qu'il présente comme un véritable outil de survie. L'écriture, ça devient son unique espace de liberté, le seul moyen pour lui de s'évader mentalement de sa cellule, de reprendre un peu le contrôle de la situation et de trouver une forme de sérénité au milieu du chaos. Il résume tout ça comme un choix fondamental face à l'épreuve, soit se laisser briser, soit utiliser cette expérience pour, je cite, « devenir une meilleure personne ». Et pour lui, l'écriture, c'était le chemin pour choisir la partie lumineuse de ce dilemme. On termine donc sur cette question qui reste ouverte. Ce livre est-il le journal intime d'un homme qui cherche à se reconstruire, ou est-ce une arme politique pensée pour réécrire l'histoire et mener un dernier combat? La réponse finalement est sans doute laissée à l'appréciation de chacun.